Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct du Nikon Plaza pour une soirée de présentation du travail de Pauline Petit. Bonsoir. Autour d'un sujet qui t'est cher, le portrait graphique. On va voir un petit peu tes images, on va découvrir un petit peu ton travail, on va comprendre d'où vient ce travail, on va découvrir un petit peu aussi ta personnalité. Le prétexte de ce soir, en fait, c'est qu'il y a une exposition de ton travail sur le portrait graphique. Une exposition qui dure jusqu'au 30 avril. Et donc, tu vas nous parler un peu de ton travail et de ces images, dont on va d'ailleurs voir quelques images pendant que tu nous présentes son travail. Alors, c'est un travail en noir et blanc, de portrait. On a vu que le titre, c'était très, très graphique. Tu vas nous expliquer un petit peu pourquoi. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que tu peux nous dire quel est l'ensemble de ton univers photographique et aussi de formatrice, puisque tu es également formatrice photo. Faire le petit speech de présentation. C'est ça, exactement. Ton pédigré. Je m'appelle Pauline, j'ai 35 ans, je suis normande, j'habite à côté de Rouen. J'ai eu mon premier appareil photo en 2004, j'ai créé mon entreprise de photographie en 2007 et du coup ça fait maintenant 15 ans que j'évolue dans le domaine de la photographie, que ce soit en tant que photographe de mariage, artiste photographe ou formatrice en photographie. Donc en 2007, tu dis que tu es passé photographe professionnel, c'est-à-dire que tu as créé ton entité. J'ai créé mon entreprise. Ouais. Voilà. À ce moment-là, tu faisais quel type de photographie? Est-ce que tu faisais déjà ce type de photo? Du tout, bien évidemment. C'est pas parce qu'on achète un appareil photo qu'on a tout de suite un style photographique bien défini. Donc en 2007. Très défini, là, on en parle. Très défini, ouais. Donc en 2007, j'étais même pas encore dans la photographie sociale. Je réalisais des paysages de ma belle Normandie. Donc les falaises, la paille, les champs de paille, les bottes de paille, les petites fleurs, les oiseaux, enfin voilà, ouais. Des choses très très classiques comme beaucoup de photographes font en fait quand ils achètent un appareil photo et débutent. Donc j'étais exactement pareil que énormément de photographes débutants, tout simplement. D'accord. Et donc en 2007, tu t'es professionnalisé sur plutôt le métier de photographe de mariage? Alors ça, c'était un petit peu plus tard, parce qu'en fait, en 2007, j'ai créé mon entreprise parce que j'ai commencé à faire des expos de mes photos de paysage. Et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé « Est-ce que tu vends tes photos ?» Donc, comme moi, j'ai un problème avec l'autorité et la légalité, je ne me voyais pas vendre mes photos sans être officiellement déclarée. Donc, je me suis déclarée en 2007 pour pouvoir vendre des petites photos. Alors, ça va faire rire tout le monde, mais je vendais mes photos en 10-15 pour 1,50 €. Voilà. Le début. C'est ce qu'on appelle le début. C'était les tout débuts, effectivement. Donc voilà, en 2007, c'était pour ça. Et après, c'est marrant parce que beaucoup de photographes en fait, démarrent, non pas en vendant des photos même de 10-15 à 1,50 €, mais plutôt en offrant des photos pour des prestations qui pourraient être rémunérées. Donc c'est une démarche qui était déjà très engagée. Ouais. Bon, après, j'ai pas vendu 10 000 photos à 1,50 €. Ok, est-ce que tu peux, peut-être juste en quelques mots, nous décrire les photos qu'on voit? Alors pas décrire les photos, mais décrire ce qui fait la spécificité des photos qu'on voit. Ouais. Alors mon univers, on va le définir bien évidemment comme un univers 100% en noir et blanc. Donc vous ne verrez pas du tout de couleur, ce sont des photos uniquement en noir et blanc, graphiques, parfois humoristiques, qui interpellent, qui parlent aussi bien à des enfants, parce qu'il y a des références pour les enfants à l'intérieur, qu'à n'importe quelle personne. Et donc c'est, on peut dire, un art photographique qui est quand même assez populaire et accessible à tous, avec tout un tas de références à l'intérieur. Comment t'es venue l'idée? Je sais pas. Non, si, je sais un petit peu, je sais avec le temps, mais honnêtement, c'est venu un petit peu quand même du jour au lendemain. J'ai fait pendant 10 ans de la photographie pour les autres, en tant que photographe de mariage. Donc j'ai fait des reportages, j'ai photographié en maternité, j'ai photographié des familles, et j'ai ressenti au bout d'une dizaine d'années une espèce de lassitude. Et c'est à ce moment-là que je suis passée formatrice en photographie. Et en fait, quand on est formateur, on se met à faire des cours, mais on prend beaucoup moins de photos. Et à ce moment-là, la photo a commencé à me manquer. Mais quand on fait 10 ans de la photo pour les autres, quand on doit se mettre à faire de la photo pour soi, on est un petit peu perdu et on a le syndrome de la page blanche. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je me suis dit,
prends les idées que tu as eues au cours des dernières années et puis fais-toi plaisir. Voilà, fais quelques photos, tu réfléchis pas, tu te fais juste plaisir. Et c'est comme ça en fait que les premières photos graphiques en noir et blanc sont arrivées. Ça date de quand, ça? Janvier 2019. C'est quand même... Ça résonne, janvier 2019, ouais. Juste avant le Covid, ouais. C'est ça, c'est ça. Okay. Ouais. Rien à voir avec le Covid, j'avais commencé avant pourtant. Bah oui, ouais. Juste avant. Tu Juste as avant. continué pendant le Covid? Ah oui, ça en fait, s'est précisé un petit peu ton style pendant le Covid? Non. Après, en fait, je suis une photographe qui fait beaucoup d'autoportraits parce que c'est plus simple pour moi. Et quand vous voyez un peu mes photos, là, par exemple, ça c'est moi. Je préfère me tourner moi-même en ridicule et rater des maquillages sur ma propre tête plutôt que de faire ça sur la tête de quelqu'un d'autre. Donc, je fais déjà beaucoup d'autoportraits. Donc, pendant le Covid, que je sois confinée ou pas, ça ne changeait pas grand-chose. D'accord. Voilà. Ce style, il est arrivé très rapidement ou tu as eu des phases en fait, d'exploration qui ont amené à ce style qui est assez particulier et très homogène finalement? Ouais. Alors en fait, quand j'ai commencé ce travail à créer pour moi, bien évidemment, il n'y avait pas que ce type de photo-là. J'ai fait de la couleur, j'ai peint encore sur des visages, mais en couleur. J'ai touché un petit peu à tout ce qui était déformation, illusion d'optique, du travail aussi sur les textures. Par exemple, j'avais fait un shooting avec des corps recouverts de terreau, de Nutella. Enfin, j'ai testé vraiment tout un tas de pistes. Et en fait, j'ai été repérée relativement rapidement pour ces photos en noir et blanc. Et donc, j'ai commencé ça en janvier 2019 et finalement, dès l'été 2019, j'ai pris la grande décision de me consacrer uniquement à ce style. Voilà, donc j'ai mis de côté tout ce que j'avais pu commencer en couleur sur d'autres pistes pour vraiment me spécialiser d'une certaine façon et puis aller en profondeur dans cet univers. Et je dis univers parce que pour moi, c'est plus qu'un style photographique. Là, vous voyez, je suis habillée en noir et blanc et vous me verrez toujours habillée en noir et blanc quand je suis, on va dire, en mode... officiel. Voilà. Mais mon studio est en noir et blanc. J'achète plein d'objets en noir et blanc. J'ai tout un tas de trucs en noir et blanc. Donc, le but, c'était vraiment de créer un univers très fort et très impactant. D'accord. Tu as des sources d'inspiration qui ont créé, qui t'ont aidé à générer ce style? Alors, il y en a plein. Moi, je suis une photographe créative, ça se voit, mais je tire mon inspiration du quotidien. C'est-à-dire, là, par exemple, j'ai passé la journée à Paris. Aussi bien, j'ai peut-être vu une publicité avec un portrait quelconque. J'ai peut-être vu un objet dans une vitrine. J'ai peut-être croisé quelqu'un avec un look atypique. Et ce qui va se passer, c'est que peut-être dans 15 jours, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça va faire son petit chemin et il y a une photo qui va en sortir. Donc en fait, mon inspiration, c'est dans le quotidien, à la télé, dans les peintures, dans les films, dans le quotidien, vraiment. Oui, parce que tu m'expliquais que déjà toute petite, tu avais quand même été nourrie à une certaine sensibilité à l'art et notamment à la peinture. Voilà. Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, ma maman était fan de Van Gogh, de Monet, donc en fait à la maison on avait toujours un livre de peinture qui traînait dans le salon, donc à feuilleter. Et puis déjà toute petite, elle m'avait emmenée au Louvre, au musée d'Orsay, partout. Donc c'est quelque chose qui a fait entièrement partie de mon éducation. Et puis à côté de ça, moi je suis fille unique, donc j'ai dû très rapidement, quand j'étais petite, me créer aussi mon propre univers pour ne pas m'ennuyer, pour ne pas embêter ma mère à lui dire « Maman, je sais pas quoi faire ». Bon, de toute façon, elle me disait toujours « Débrouille-toi ». Voilà. Mais j'ai dû très vite me créer des univers et puis m'occuper. Et j'aimais danser, j'aimais jouer de la guitare, j'aimais chanter même si je chante très mal. Et j'aimais toutes les formes d'expression artistique. On va faire un petit jeu avec les personnes qui sont présentes sur place. D'ailleurs, les personnes qui sont à distance, n'hésitez pas non plus à participer. Je vais vous montrer quelques images et vous allez me dire si vous reconnaissez quelque chose ou si dans l'univers collectif de chacun, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que cette image-là vous fait penser à quelque chose, à quelqu'un? Quelle aurait pu être sa source d'inspiration? C'est facile, hein. Oui. Pierrot. Pierrot, ouais, tout à bravo. fait.
Et donc Pierrot, j'avais un petit cadre de Pierrot au-dessus de mon lit quand j'étais petite. Et je l'ai vu tous les jours pendant des années. Et à un moment, l'inspiration ressort comme ça et il y a un Pierrot qui arrive dans la série. Voilà. Et le Pierrot est revenu parce que tu as été à nouveau confronté à ce Pierrot-là ou non, un jour tu t'es dit... C'est ça. Okay. C'est en fait, nous tous, on a des références visuelles qu'on croise tous les jours, depuis qu'on est petit et encore maintenant. Et en fait, quand on crée des visuels, parce que moi je suis une photographe qui crée les visuels, il y a des photographes qui font du spontané, du reportage, qui croisent le bon moment et qui déclenchent. Mais moi je suis une photographe qui construit les photos. Donc quand je construis mes photos, je construis avec mes propres références, qu'elles soient très très anciennes ou très très récentes. Ouais. À un moment ça ressort, mais je ne l'explique pas. Ouais. Est-ce qu'il y a eu un déclic ou pas? Je ne sais pas. C'est là. Voilà. On abordera tout à l'heure d'ailleurs ton processus qui est effectivement très, très précis. Ouais. Alors, deuxième image, est-ce que certains d'entre vous... Les mignons. Les mignons, ouais. Vous êtes forts. Bon, c'est un peu tout le temps le même qui répond. Mais c'est facile en plus. Mais les autres avaient trouvé, ils n'osaient pas, mais vous aviez trouvé aussi, j'imagine. Alors pourquoi les mignons? Tu connais pas les mignons? Bien sûr, je connais. Pourquoi les mignons? Je sais pas, ils ont une bonne bouille. Non, ça c'est vrai. Je sais pas, j'ai dû voir encore une fois une affiche avec les mignons et puis sous la main j'avais cette paire de lunettes là, vous savez c'est les lunettes un peu steampunk là, on peut les dévisser et en fait on peut mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc moi j'ai imprimé les yeux là, je les ai mis dans les lunettes et puis j'avais ce bonnet de bain blanc, je savais pas comment l'utiliser. Donc je me suis dit, mais avec les lunettes et le bonnet de bain... Parle bien en face du micro. Ouais, pardon. Je pense que je peux me faire une tête de mignon. Et oui, ça a fonctionné. Et ça marchait. Donc là, c'est un autoportrait. Ah, oui, c'est moi. Okay. Oui. À quel moment tu te dis, c'est moi qui je fais mon autoportrait, ou à quel moment tu décides de faire ça avec un modèle, avec quelqu'un d'autre? La plupart du temps, c'est moi, parce que la partie artistique, c'est pas mon métier. Ça se développe, mais mon métier, pour moi, c'est vraiment la formation. Donc, tout ce qui est encore shooting artistique, je le fais sur mon temps libre. Donc, c'est souvent le dimanche, c'est souvent en soirée. Et en fait, ma tête est disponible à ces moments-là. C'est facile, en gros, quand j'ai envie de m'enfermer dans mon studio et puis de me grimer le visage et puis de me mettre des accessoires, finalement, je peux le faire quand je veux. Et c'est vraiment un souci de simplicité, de facilité. D'accord. Troisième quiz. Il est fort. Hein. Magritte, effectivement. Magritte, la pomme. La pomme. Le chapeau. Donc la vraie pomme que je croquais vraiment dans la bouche. Parce que beaucoup de personnes pensent que mes photos sont issues de manipulation ou de montage. Mais là, non, la photo était telle quelle à la prise de vue. Donc j'ai pris une pomme. Enfin, telle quelle, tu l'as un petit peu arrangée quand même. Oui, je l'ai sublimée. Mais je n'ai rien rajouté. Donc la pomme, je la croquais vraiment dans ma bouche. Et les petits pois, en fait, j'ai pris un coton-tige dans de la peinture noire. Et quand vous appuyez un coton-tige et que vous le tournez, ça fait un rond quasiment parfait. Voilà. On va connaître tous tes secrets. Là, c'est top. Ouais. Et demain, tout le monde peint ses pommes avec des cotons-tiges. Je l'ai mangé après. Et j'ai la preuve en vidéo. C'est-à-dire que c'était comestible. Mais oui, mais je l'ai mangé. Oui, non, mais je savais très bien qu'en diffusant ça sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui allaient me dire on ne gâche pas la nourriture. Eh bien, je rassure tout le monde, la pomme, je l'ai mangée. Alors, quatrième et dernière. Alors, plus fort, parce que je n'ai pas entendu. Ouais, donc ouais. Lisa Simpson, exactement. Ouais. C'est toi aussi? C'est moi aussi. Avec des balles de ping-pong et des allumettes pour faire les cils. Et puis un petit carton mousse pour faire la couronne. Donc tes inspirations, elles vont assez loin, à la fois dans un univers un peu pop, mais aussi dans la peinture traditionnelle. C'est ça. Alors je vais juste répéter la question pour que nos internautes entendent. Donc techniquement, comment tu as pu faire en sorte que les balles de ping-pong tiennent? Alors je suis une barbare. J'ai pris du gros scotch de chantier que j'ai roulé. J'ai mis le scotch roulé sur mon œil et j'ai plaqué la balle. Donc j'avoue, de temps en temps, pendant un shooting, pouf, donc on prend la balle et puis on recolle. Ça tient juste le temps de la prise de vue et puis après on retire tout et voilà.
On va aborder un peu du coup ton process. On a une vidéo, tu as réalisé une vidéo qui est exposée d'ailleurs au Nikon Plaza qu'on va voir. Et puis ce que je te propose, c'est que tu nous expliques un petit peu ce qu'on voit. Avec plaisir. Alors, est-ce que Roland a la vidéo également? C'est bon? Voilà, donc ça c'est une petite prise de vue dans mon studio où j'avais mis quelques visuels pour faire une jolie introduction. Donc vous reconnaissez les photos qu'on vient de voir. Donc voilà encore. Ton magnifique boîtier, un Nikon. Mon Nikon D750. Donc voilà, donc je commence toujours par faire des croquis de mes photos pour voir un petit peu les contrastes, si ça peut fonctionner, et puis prendre quelques notes sur ce qu'il va me falloir en termes d'accessoires. Donc j'ai un petit carnet dans lequel je gribouille très fréquemment. Je crée les accessoires moi-même pour la plupart. Alors là, vous pouvez voir, en général, c'est très très moche parce que je suis pas du tout c'est pas mon métier. Et le maquillage, c'est pareil, je me débrouille toujours toute seule. Donc je suis la reine du système D et tout ce qui est accessoires, maquillage, c'est du fait maison, c'est du 100% made in Pauline. Voilà. Et ensuite, place à la prise de vue. J'ai un studio qui fait 40 mètres carrés. J'utilise un mur blanc quand c'est un fond blanc et puis le tout petit réflecteur quand c'est un fond noir. Je shoote avec un bol beauté. Voilà, okay. C'est mon modeleur de référence parce que j'aime bien le rendu qu'il fait au niveau de la peau pour capturer un maximum de détails au niveau du grain. Là, ce sont mes réglages, donc c'est des réglages de studio très très classiques, rien de particulier. Et puis là, on est sur mon Lightroom, donc c'est la série collectionneuse d'hommes. Il y a déjà une quarantaine de portraits à l'intérieur. Et donc quand je suis sur cette étape-là du post-traitement, je réalise 15 heures sur une photo à retoucher quasiment pixel par pixel pour finalement retirer tout ce qui me gêne. Donc c'est-à-dire, je n'ajoute rien, mais là par exemple, je retire les poils blancs, je vais retirer les pores de peau un petit peu trop présents, toutes les brillances, toutes les imperfections. Et en fait, je nettoie. Et au final, c'est ça qui va donner cet aspect quasiment parfait, hyper précis, que beaucoup de personnes comparent des fois à du dessin. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me disent est-ce que ce sont des photos ou du dessin? Donc ce sont bien des photos. Et ce sont des photos qui sont retouchées à la façon finalement des photographes de mode avec des techniques de retouche utilisées par les photographes de mode. Voilà. Tu dis que tu passes à peu près 15 heures sur une photo. C'est une moyenne? C'est-à-dire que ça peut être plus? Quand j'ai commencé cette série-là, je post-traitais les photos à peu près en 2-3 heures. Et puis après, on s'installe dans la série et on découvre son univers et on se rend compte que photo après photo, on peut aller un petit peu plus loin et encore un petit peu plus loin et encore un petit peu plus loin. Il y a un an, je pense que je passais peut-être 10 à 12 heures dessus. Mais là, j'ai compté les dernières, je suis passée à 15. Parce que je suis une perfectionniste maladive. Donc, dès qu'il y a encore un petit pixel qui m'embête, eh bien, je vais continuer à être dessus pour retoucher jusqu'à ce que ce soit parfait. Donc, 15 heures, c'est ma moyenne actuelle. Mais ça se trouve, si tu me posais la question dans un an, je vais être passée à 20. Je ne sais pas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et sur l'ensemble du processus, que là, on s'est réduit en 2 minutes. Avant donc la partie retouche, la partie précédente, à la fois la création du visuel avec tes gribouillis, tes graphiques, tes dessins, et puis la partie prise de vue, toute la partie aussi, on a vu que tu crées tous les accessoires. Tu dirais que les différentes tranches, ça dure combien de temps? Allez, je dirais en moyenne 5 heures. Parce qu'entre le moment où j'ai l'idée, il y a un petit peu de recherche, style Pinterest, tout ça, pour faire rassembler en fait diverses inspirations. Oui. Voilà. Ensuite, ça va être faire le croquis qui va rassembler différentes références pour avoir vraiment l'idée. Ouais. Et puis les accessoires, tout dépend. Des fois, je dois aller acheter des choses. Donc si tu comptes les temps de route, les déplacements, tout ça, si tu cumules tout, je pense qu'honnêtement, c'est un 20 heures par photo. D'accord. Ouais, donc un 5e de préparation et ouais. Un quart de préparation, pardon. Ouais. On va dire, hors post-traitement, ce qui est le plus long, ça va être le maquillage qui peut durer entre 3/4 d'heure et 2 heures, selon les maquillages. Certains accessoires prennent du temps aussi à faire. Voilà. Mais par exemple, la prise de vue est très très rapide. La prise de vue, je sais ce que je veux. J'ai mon schéma d'éclairage, j'utilise toujours le même. Donc une fois que le modèle est prêt, le modèle s'assoit, clic, 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 je fais 10, 15 photos et puis je dis c'est fini.
Et là, le modèle me dit, mais déjà? Oui, oui. Il fait, mais t'as la photo? Oui, oui. On n'en fait pas d'autres? Non, 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 non. Parce que je travaille pour une photo. À 20 heures la photo, ça se comprend. Ouais, oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler un peu du devenir de ces photos, c'est-à-dire comment elles sont visibles, comment tu les as proposées, comment elles ont été publiées, est-ce que tu les vends, qu'est-ce que tu en fais de ces images? Alors en fait, ces photos, à partir du moment où elles sont créées, c'est comme si elles ne m'appartenaient plus, elles font carrément leur vie. Hein. Mes photos, elles se baladent, elles font la couverture de magazines, elles sont exposées au Nikon Plaza, elles sont... Voilà, donc effectivement, c'est des photos qui sont à l'heure actuelle très visibles sur tout un tas de supports, mais ce sont des photos évidemment que je vends sous forme de tirage limité en tant qu'artiste photographe, comme font de nombreux artistes photographes. On peut trouver ces images et les acheter sur ton site? Voilà, sur mon site internet tout simplement. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce qu'il y a des questions soit sur internet, soit dans la salle? Oui. Oh pardon. Alors il y a deux questions, je vais vous passer le micro, comme ça ce sera plus simple et tout le monde pourra entendre, j'aurai pas besoin de répéter. Donc, déjà bien joué pour le travail, c'est assez impressionnant. Dans ton processus créatif, est-ce que tu travailles aussi avec tes modèles, ou est-ce que c'est vraiment ton processus créatif que tu as dans ton coin, tu fais tes esquisses et ensuite tu peut-être collabores avec ton modèle, ou peut-être qu'il y a des idées aussi qui viennent se greffer? Non, tu as vraiment déjà tout en tête, et ensuite tu réalises l'ensemble. Ouais, okay. Comme je dis souvent, il y a des photographes effectivement qui vont travailler en équipe. Moi, je suis vraiment une espèce de chef d'orchestre qui dirige tout, de l'étape du croquis, du maquillage. Et souvent, l'idée est plutôt précise, même si parfois l'idée peut évoluer en fonction des morphologies. Je pense notamment, par exemple, aux photos sur fond noir. Elles ont une base, et les photos existe avec les grimaces et la morphologie. Donc là, ça va dépendre aussi de comment la personne va oser grimacer. Parce que moi, faire des grimaces, j'adore ça. Je fais des grimaces tout le temps, j'adore. Enfin, c'est très drôle les grimaces. Mais il y a des gens qui n'osent pas faire des grimaces. Et selon les visages, selon si le modèle ose ou pas, ça peut prendre une direction différente. Mais en tout cas, j'ai déjà quelque chose de plus ou moins bien établi avant. Si on prend l'exemple de cette image-là, donc ton idée c'était le damier, j'imagine, sur ton visage, mais la forme qu'on comprend là un peu en haricot, en fait, elle est venue dans la prise de vue. Tu l'avais pas forcément anticipé, ça? Voilà, j'avais l'idée en fait de faire un maquillage damier, donc j'ai fait les lignes sur mon visage très droite. Hein. Si j'avais le visage neutre, j'avais vraiment le damier très équilibré, mais c'était trop plat. Hein. Moi j'aime bien quand il y a du peps, donc j'ai commencé à faire mes grimaces habituelles. Donc c'est des Enfin voilà, c'est un feu d'artifice de grimaces dans le studio. Des fois, je pars en fou rire tellement je vois mes tronches pas possible. Mais je ne sais même plus la question. C'était sur la manière dont ça évolue en fait pendant la prise de vue. Oui, voilà. J'ai l'idée et le personnage naît vraiment de ce que la personne va en faire. Ouais. On avait une deuxième question. Alors, tu disais que, en fait, tu travaillais à partir de réminiscences de choses que tu avais vues 2-3 mois avant. Autrement dit, tu tiens un journal, tu tiens des notes, tu dis tiens, j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai vu ça. Non, je pense honnêtement que là, il y a une partie hyper inconsciente où le cerveau est vraiment un magnifique outil, mais hyper complexe. Et je pense qu'on est capable d'archiver énormément de choses, mais de façon inconsciente. Et je pense que pour moi, la plupart du temps, les idées qui ressortent vont se faire de façon inconsciente. Bien que des fois, c'est totalement conscient. Par exemple, la photo de Lisa Simpson, je me suis dit, ah ouais, ça serait cool, elle a des jolis codes dans son personnage. Là, c'était totalement conscient de refaire une Lisa Simpson façon portrait graphique. Après, c'est plus dans les inspirations que j'explique moins bien, où là, ça se passe... voilà. Quelque part par là. Une autre question? Oui.
Je voulais juste savoir si vous aviez des artistes, vous, qui vous inspirent dans votre travail. Alors j'avais bien compris qu'il y avait des idées un peu partout, voilà, au quotidien. Est-ce que vous, il y a des artistes qui vous inspirent ? Il y en a plein, mais il y en a même trop pour en citer qu'un seul, en fait. J'adore traîner sur... bon, là, hormis les musées, là, tout ce qu'on peut... Voilà. Je suis plutôt photographe contemporain. Voilà, photographe actuel, plutôt des photographes qui vont aussi faire du graphisme, qui vont aussi avoir des univers. Et là, il y en a, mais des dizaines et des dizaines. Je sais pas, il faut que je cite des noms quand même. J'adore Flora Borzi, j'adore Lara Zancoul, j'adore Le Turc, j'adore Tim Tedder. J'adore Alex Hamid. Voilà, ce sont tous des photographes actuels, plutôt, je pense qu'ils sont plutôt dans mes âges. C'est des photographes qui ont entre 35 et 45 ans et qui ont un univers en fait avec du peps très dynamique, très particulier. Et on va dire que ce sont ces photographes-là qui m'inspirent et auprès desquels je me reconnais aussi comme une famille. Enfin, je sais pas, voilà. C'est des gens que tu as rencontrés Ah non, c'est des gens que j'admire. Enfin, petit à petit, j'en rencontre, et c'est ça qui est magnifique dans le monde de la photo, c'est que petit à petit, tu vois, je rentre dans la famille, donc c'est cool. Mais pour la plupart, c'est des photographes aussi étrangers, donc pour l'instant que j'admire. Que je rencontrerai peut-être un jour, mais que j'admire. Tu as parlé de photographes, est-ce qu'il y a des peintres ou des illustrateurs qui t'inspirent ? Pareil, Van Gogh, Magritte, Dali, pareil quoi. Voilà. Ok. D'autres questions peut-être ? Non ? Oui, si. Vu que tu as un peu déjà tes idées en tête, à quel moment tu dis là il me faut un modèle ou là je me le fais moi-même ? Selon mes envies. D'accord, c'est pas une morphologie ou un truc que tu cherches Non, alors, des fois oui. Bon, par exemple pour la série Collectionneuse d'hommes, c'est que des hommes. Donc là, voilà, il me faut des modèles, c'est sûr. Mais pour les autres séries, ça peut être par exemple, parce que mes modèles, je les connais. C'est des gens de ma ville, de mon secteur, que je connais. Voilà, la plupart du temps, je n'ai jamais travaillé, par exemple, avec de modèles professionnels. Voilà. Ce sont des gens, même pour la plupart, qui n'ont jamais posé. Et c'est ça aussi qui est très chouette, parce que j'arrive à mettre en valeur des gens qui n'ont jamais posé et aussi qui se trouvent moches. Voilà, parce que je travaille avec tout le monde et tout type de morphologie. Après... C'était quoi la question ? Je perds mon fil, moi, je suis trop pipelette. C'était quand est-ce que tu décides si c'est... À quel moment tu décides un modèle ou te le faire toi-même ? Après, c'est quand j'ai besoin vraiment d'une caractéristique hyper précise. Par exemple, là, je ne l'ai pas terminé, mais j'ai fait la photo de Bob l'éponge. Et pour cette photo-là, je voulais vraiment un modèle avec les dents du bonheur. Parce que Bob l'éponge, il a les dents écartées. Donc là, je savais que je ne pouvais pas le faire sur moi. Et je connaissais quelqu'un qui avait vraiment les dents qu'il fallait. Donc là, je l'ai contacté et je sais que ce personnage, c'était pour lui. Voilà, donc ça va être si vraiment j'ai besoin d'une caractéristique physique. Mais globalement, si je peux le faire sur moi, je le fais sur moi, quoi. Il y a quelqu'un qui dit que Sébastien aurait pu faire l'image qu'on voit à l'écran. Je ne sais pas si Roland, tu as pu la trouver. Alors d'ailleurs, cette image-là... Bon, à part les cornes qui se sont a priori rajoutées, là, non, il avait son petit serre-tête. J'ai juste gommé le... En fait, c'est un serre-tête de satire, donc il avait ses cornes. Oui. Et donc, quand je dis rajoutées, c'est qu'elles ne lui appartiennent pas. Ah oui, il n'a pas de vraies cornes, voilà, tout à fait. A priori. Par contre, la barbe, est-ce que tu l'as taillée en post-prod ou est-ce qu'elle est vraiment comme ça, avec, on a l'impression... en bas, une espèce de transparence. En fait, c'est les deux. En fait, la barbe, c'est quelque chose de très tendance chez les hommes depuis quelques années. Donc, il existe plein de produits pour dompter les barbes. Des huiles, des cires, enfin voilà. Donc, on avait déjà commencé à bien dompter la barbe qui avait une forme pointue originale. Comme ça. Et puis après, évidemment, comme j'accentue quand même les traits au post-traitement, j'ai retiré les derniers petits poils qui dépassaient. Et puis dans le bas de la barbe, j'ai revu la densité du poil. Ok. Très réussi.
Si tu avais un conseil à donner à des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, parce qu'ici on croise beaucoup de gens en fait, qui débutent la photo en changement professionnel par exemple, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander pour à la fois démarrer de manière efficace, mais d'aller vers un style qui soit un peu propre, hein. On voit bien là que tu as beaucoup travaillé ton style. Qu'est-ce qui pourrait être le cheminement ? Le cheminement, moi, pour arriver à ce style-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière, j'ai 10-12 ans de métier en tant que photographe social. J'ai photographié toute la journée, j'ai post-traité toute la journée, déjà pendant des années. Donc, quand j'ai voulu mettre en pratique mes propres idées, j'avais déjà les compétences techniques, artistiques, que ce soit prise de vue ou logiciel, pour mener à bien mes idées. Après, si on met de ce côté la partie technique, la partie formation, la partie artistique, je dirais d'oser se faire confiance, parce que beaucoup de personnes photographient et font plein de choses différentes, mais beaucoup de personnes aussi se comparent beaucoup à ce qu'on voit partout en se disant moi je suis pas à la hauteur, moi ce que je fais c'est pas bien, moi ceci, enfin voilà. Moi je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'ai commencé à publier mes premiers portraits en noir et blanc sur les réseaux sociaux, j'ai toute ma communauté de l'époque qui m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, on préférait avant, je suis pas convaincue, c'est pas bien. Et bien évidemment, moi aussi, je me suis posé la question. Et pourquoi c'était compliqué ? Parce que c'était différent de ce qui existe, voilà. Et cette différence-là, si j'avais écouté finalement les réseaux sociaux, je l'aurais mise de côté en me disant « Pauline, ce que tu fais, c'est pas bien ». Et j'ai été plus têtue et je me suis dit il y a un truc il y a un truc que je sens, il y a un instinct qui me pousse à faire ça, voilà. Et notamment, par exemple, il y a d'autres photographes qui travaillent aussi un petit peu le graphisme en noir et blanc, mais c'est jamais des fonds très blancs, c'est jamais des fonds très noirs, c'est jamais toujours de face, c'est jamais toujours comme ça. Et quand j'ai commencé, je croyais que je faisais pas bien, alors qu'en fait, je faisais différemment. Et je me dis maintenant, heureusement que j'ai osé être différente et oser continuer dans ce style-là qui n'existait pas, parce que c'est ce côté unique qui fait que, par exemple, je suis là ce soir, alors que si j'avais écouté les gens qui me disaient c'est différent donc c'est pas bien, il se serait rien passé. Voilà. Je vais oser être différent. Exactement. On n'a pas beaucoup parlé de ton volet pédagogique, c'est pourtant quelque chose que tu pratiques aujourd'hui, c'est d'ailleurs ton métier. Tu disais tout à l'heure que finalement ces images-là, ce n'est pas ton métier. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis se mettre un peu peut-être aussi en perspective de la formation que tu vas animer à la Nikon School? Oui, bien sûr. Qui est prévue, je crois, alors c'est en septembre, la date exacte, je crois que j'ai 24. déjà noté, c'est ça, le 24 septembre. Le 24 septembre. Donc une journée complète où tu vas parler un peu de ton travail et surtout amener les personnes à réaliser tout le process en fait avec toi. Voilà. Donc en fait, si on remet dans son contexte, vers 2016-2017, j'en ai eu un ras-le-bol de la photographie de mariage pour diverses raisons. Le stress de la journée, une certaine fatigue même physique. J'ai fait 120 mariages à peu près en 10 ans et je sentais que c'était plus moi, qu'il fallait que je prenne un virage dans mon activité. Donc c'est à partir de là que je suis devenue formatrice en photographie. J'ai pris le choix de me développer avec un blog et une chaîne YouTube, et vous me connaissez peut-être sous le nom Apprendre la photo de portrait, puisque c'est mes plateformes de formation. Alors si vous allez voir les premières vidéos d'il y a 5 ans, vous allez rire, voilà. C'est jamais évident de parler à une caméra, mais en tout cas, grâce à ce blog et à cette chaîne YouTube-là, j'ai pu créer une communauté et en fait... Ce qui devait être très bien, ces vidéos aussi, ça t'a permis de créer la communauté. Oui, finalement, oui. Et du coup, y a des gens qui ont aimé ma pédagogie et qui sont devenus après mes élèves, tout simplement. Donc moi, je forme des gens au métier de photographe social sur des durées assez longues, puisque mes élèves qui arrivent en formation avec moi, je les ai au moins 2 ans en accompagnement. Et puis à côté de ça, depuis que le travail d'artiste est arrivé, je propose les masterclass du portrait graphique où les gens arrivent le matin et vivent tout mon process tout au long de la journée. Donc, c'est-à-dire, on cherche une idée ensemble, on fait les croquis, on fait le maquillage, la prise de vue et on post-traite. Et ça dure de 9h à 19h. C'est hyper éreintant. Sans interruption. Ouais, et tout le monde à chaque fois est hyper content. Voilà.
Donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur le site de la Nikon School. Donc la date, on la rappelle, le 24 septembre. Pour terminer, est-ce qu'il y a une question peut-être sur Internet ou dans l'auditoire? Oui. Oui, tout à l'heure, tu scotchais tes balles sur les yeux. Oui. Donc la question, tu t'en doutes, c'est comment tu fais pour déclencher? Ah bah alors, il y a deux solutions. Il y a des super appareils photo maintenant qui sont équipés d'intervallomètres et c'est génial. Tu mets le nombre d'intervalles, tu mets la durée entre les différents intervalles et moi j'utilise l'autofocus en continu qui, une fois que le personnage est sur fond blanc, fait très bien le contraste et donc fait très bien la mise au point et ça marche du feu de Dieu. Après, je ne vais pas te cacher, quand j'ai pas envie de m'embêter avec l'intervallomètre, parce que le problème de l'intervallomètre, c'est que quand on a effectivement tout le bazar sur les yeux, on fait 30 déclenchements, après on retire une balle de ping-pong et on court derrière l'appareil photo pour aller voir le résultat. Donc, quand j'ai envie de faire au plus simple, je demande à mon cher mari de déclencher, d'appuyer juste sur l'interrupteur. Alors j'ai fait mon cadrage, mes réglages, tout avant. Et dans le fond du studio, on a un écran qui me permet de shooter en mode connecté et de voir tout de suite le résultat. Donc en fait, lui il déclenche, il fait l'intervallomètre et moi je vois tout de suite si ma tête me convient ou pas et ça me permet d'affiner, de recadrer en étant moi-même à la place du modèle. L'autoportrait, c'est du sport. Merci beaucoup. Attends, il y avait encore une question. Il y a encore une question. J'ai pas vu, mince. Merci, Valérie. Je voulais savoir quelles sont les émotions qui t'accompagnent autour de tous ces portraits. J'entends beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, de jeu. Est-ce que, notamment, quand tu parles de choses qui reviennent du passé, des fois, est-ce que des fois tu es confronté à d'autres types d'émotions, un peu qui pourraient te surprendre finalement? Alors, dans ma personnalité, oui, parce que je suis une personne très sensible, très stressée, qui réfléchit beaucoup. Enfin, ça se voit que je suis un peu hyper dynamique. Mais après, la photo, pour moi, c'est 100% plaisir. Et quand je fais tous ces portraits-là, vraiment, je m'amuse. Mais vraiment, je pense pas, est-ce que la photo va plaire? Est-ce que la photo va bien aller dans la série? Est-ce que la photo... Non. À un moment, quand je suis en mode création, je suis comme une petite fille, je vois ma tête, je me regarde dans la glace, je pouffe de rire, je me dis, mais c'est pas possible, je me fais des grimaces, et c'est vraiment toujours vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir, quoi. Il y a la partie Pauline, la femme, qui a, pareil, ses vieux démons, sa personnalité des fois qui est compliquée au quotidien. Et il y a Pauline, la photographe, qui a choisi en fait de faire de sa passion quelque chose de vraiment cool. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Je rappelle donc ta chaîne YouTube qui s'appelle Apprendre la photo de portrait. Ouais. Allez rigoler sur les premières vidéos. On va aller rigoler sur les premières vidéos. Ton site internet, pauline-petit.fr, oui. Et également ton compte Instagram, Pauline Petit Photographie. Oui. Allez voir mon compte Instagram, il est super beau. Et puis donc, cette exposition Nikon Plaza qui est disponible jusqu'au samedi 30 avril. Merci beaucoup, Pauline. Merci à toi, à Thomas. Bientôt.